pendant une dispute avec son collègue, elle a choisi son camp plutôt que le mien jusqu'à ce qu'une seule phrase de ma part change tout. La première chose que vous devez savoir, c'est que je ne me cachais pas dans le placard pour un effet dramatique. Ce n'était pas un piège élaboré. Je réparais une porte coulissante déformée dans le placard de notre chambre d'amis quand j'ai entendu des voix dans le couloir. Sa voix est la sienne. Au début, j'ai cru qu'elle était au téléphone. Mais non, la seconde voix était ici, dans la maison, dans notre maison. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que je n'étais pas censé être à la maison. Elle pensait que j'étais au service des immatriculations. J'y suis allé, pendant 20 minutes, mais la file était si longue que j'ai abandonné et je suis rentré plus tôt, discrètement. Je ne l'ai même pas appelée. J'ai juste déverrouillé la porte, enlevé mes chaussures, et je suis allé directement à ce maudit placard pour m'en occuper tant que j'avais encore la motivation. Alors, quand ils sont entrés, Delaney et son collègue Théo, je me suis figé complètement. Je n'ai même pas respiré. La porte du placard était entr'ouverte d'1 pouce. Et je vous jure, j'ai vu sa main effleurer son dos alors qu'ils entraient dans la pièce, notre chambre d'amis, là où sa mère dort quand elle nous rend visite. Je ne savais pas quoi penser jusqu'à ce que j'entende mon propre nom. Elle a dit, en jetant quelque chose sur le lit, qu'elle pensait juste que je devenais parfois contrôlant. Sa voix n'était pas en colère. C'était pire. Calme, désinvolte. Théo a ri. Il a demandé si c'était parce qu'elle n'était pas d'accord sur le budget de la campagne. Que ce n'était pas être contrôlant, c'était être ennuyeux. Il a dit que j'étais sûr. Sûr comme une Volvo, ou un gilet de sauvetage, ou une peine de prison. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit qu'il n'avait pas tort sur ce point. Aucune hésitation. Pas de dé, ne parle pas de lui comme ça. Elle était d'accord, et elle semblait soulagée de le dire à voix haute. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis resté dans ce placard comme un lâche. Je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là, le cœur battant, essayant d'avaler la bile qui me montait à la gorge en écoutant ma femme laisser ce salaud suffisant en chemise de marque me dénigrer comme si j'étais un colocataire insignifiant, et non son mari. Et c'est là que la dispute a commencé. Pas entre eux, mais entre Théo et elle. Ça a commencé par une blague qu'il a faite, quelque chose sur le fait qu'elle pourrait avoir mieux que cette maison, que j'aurais dû acheter quelque chose de plus neuf, de plus grand. Elle a ri au début, mais ensuite elle est devenue défensive. Pas à mon sujet, mais au sujet de son image, de sa réputation au travail. Théo a insisté. Il a dit quelque chose sur le fait qu'elle jouait sur les 2 tableaux. Il a dit qu'elle voulait avoir l'air d'une épouse dévouée à la fête de l'entreprise et flirter comme si elle était célibataire au déjeuner. C'est là que sa voix s'est élevée. Mais voici la partie qui m'a vraiment tué. Elle a dit de ne pas déformer les choses. Qu'il savait qu'elle tenait à lui, mais que j'étais toujours là. Que j'étais toujours dans le tableau. Comme si j'étais un problème logistique, un obstacle. Il a rétorqué qu'elle était soit avec lui, soit elle ne l'était pas. Et sans hésiter une seconde, elle a dit qu'alors, elle était avec lui. Je n'ai rien entendu après ça parce que j'ai finalement ouvert la porte du placard et je suis resté là comme un idiot. Et que s'est-il passé ensuite? Je n'ai dit qu'une seule phrase, une seule, 7 mots. Mais cette phrase a déchiré la pièce comme une lame. Elle a tout changé. Et elle lui a fait réaliser la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Je n'étais pas sûr. J'en avais fini. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, fraîchement sorti du placard, littéralement et émotionnellement, et ils se sont tous les deux figés. Pas comme dans les films où les gens sursautent et reculent ou renversent une lampe de panique. Non, ils ont juste regardé fixement comme si c'était moi l'intrus, comme si j'avais franchi une limite qu'ils avaient fixée, et que j'étais le problème maintenant. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine voir clair. Mes paumes étaient trempées, mes lèvres tremblaient. Je les regardais, cette femme à qui j'avais dit au revoir d'un baiser ce matin-là alors qu'elle prétendait que tout était normal. Et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Tu viens de choisir le mauvais homme, Delaney. 7 mots. C'est tout. Mais ils ont ouvert quelque chose dans la pièce. Le visage de Théo a changé. Il s'est détourné comme s'il voulait disparaître. Et Delaney, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas tressailli.
Elle m'a juste regardé comme si elle essayait de calculer comment retourner la situation. Elle a finalement dit que je n'étais pas censé être à la maison. C'est tout. Pas de déni, pas d'excuses, juste une observation plate et froide, comme si j'étais une livraison Amazon en avance qui bousculait son emploi du temps. La quantité de venin derrière ces mots m'a presque coupé le souffle. Je ne me souviens même pas de ma réponse. Je crois que j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne savait pas quoi faire d'autre. Théo a marmonné quelque chose à propos de partir et il est passé à côté de moi comme si je n'existais pas. Je n'ai pas bougé. J'ai juste écouté ses pas résonner dans le couloir jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre et se referme, puis le silence. Le genre de silence qui bourdonne. Delaney s'est assise sur le bord du lit d'Amy comme si elle était fatiguée de se tenir dans son propre gâchis. Je me souviens avoir fixé le pli de la couverture à côté d'elle, me demandant combien de fois elle s'était assise là avec lui, combien de demi-mensonges elle m'avait raconté après le travail. Combien de jours j'étais rentré à la maison en pensant que j'étais le seul homme dans son orbite alors qu'en réalité, je ne faisais qu'orbiter en marge de quelque chose que je n'ai jamais compris. Elle a marmonné qu'elle n'avait pas couché avec lui. J'ai failli demander si elle voulait une médaille pour ça. Mais je me suis mordu la langue parce que honnêtement, je m'en fichais. Il ne s'agissait pas de sexe. Il s'agissait de la trahison dans sa forme la plus silencieuse, celle qui s'infecte sous votre nez, vous souriant pendant qu'elle pourrit tout ce que vous pensiez être en sécurité. Elle m'a demandé si je voulais parler. J'ai dit non. J'ai dit que j'allais prendre l'air et que je ne savais pas quand je reviendrais. C'était il y a 2 jours. Maintenant, je suis assis dans un motel de bord de route avec un distributeur automatique qui n'accepte que les pièces et un couvre-lit qui sent l'eau de Javel et le désespoir. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est la facilité avec laquelle elle l'a dit. Tu n'étais pas censé être à la maison. Pas je suis désolé. Pas j'ai tout gâché. Pas même s'il te plaît, ne pars pas. Aucune panique, aucun regret, juste la déception que j'ai gâché son moment. Mais je n'ai pas encore fini. Loin de là. Parce que ce que j'ai trouvé en rentrant à la maison, c'est là que tout commence vraiment à s'effilocher. Et croyez-moi, c'est bien pire que ce que j'imaginais. Quand je suis finalement retourné dans la maison, tout semblait intact. Trop intact. Comme si les pièces avaient été mises en scène, et non vécues. Le lit d'Amy était de nouveau parfaitement fait, comme si elle ne supportait pas l'idée qu'une trace soit laissée derrière. Mes chaussures étaient alignées près de la porte, exactement comme je les gardais toujours. Ma veste était encore accrochée au crochet où je l'avais laissée ce matin-là. Mais quelque chose clochait, comme si les murs avaient entendu des choses que je n'étais pas censé entendre, comme si le silence avait répété son texte. Je suis monté directement à l'étage, sans même savoir pourquoi. Je n'avais pas l'intention de lui parler. Je ne voulais pas d'excuses. Je n'étais même plus sûr de vouloir des réponses. Mais j'avais besoin de quelque chose, d'une sorte de confirmation que ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu dans cette chambre d'Amy n'était pas juste une hallucination émotionnelle. La chambre était vide. Notre chambre. Le lit était fait. Son côté semblait trop lisse, trop propre, comme si elle n'y avait pas dormi. Et c'est là que j'ai remarqué que le cadre photo sur sa table de nuit était face contre table. Elle ne faisait jamais ça. Jamais. Nous avions cette photo stupide d'une randonnée en Oregon, tous les deux en sueur, coups de soleil et souriant comme des enfants. Elle adorait cette photo. Elle disait que ça lui rappelait que même quand nous nous disputions, nous revenions toujours l'un vers l'autre. Mais maintenant, elle était face contre table, comme si elle ne pouvait pas supporter de la regarder ou pire, s'en fichait que je le remarque. Mon estomac s'est noué. J'ai atteint son tiroir. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne cherchais pas une preuve irréfutable, un billet ou une note d'hôtel. J'avais juste besoin de savoir quelque chose. N'importe quoi. Je l'ai ouvert et il était là, son vieil agenda. Elle ne l'avait pas utilisé depuis des mois. Elle faisait tout sur son téléphone maintenant, mais je l'ai feuilleté quand même. Juste par habitude, peut-être. Et enfoui vers la fin, plié entre 2 pages vides, il y avait un post-it déchiré. Rien de plus que quelques mots griffonnés à l'encre noire. S'il découvre, mets ça sur le stress. Il y croit toujours. Pas de nom, pas de date, juste ça. J'ai senti mes jambes faiblir comme si le sol allait s'effondrer sous moi. C'était à propos de moi.
C'était sa stratégie de communication. Pas l'honnêteté, pas le remords, juste la gestion des dégâts. Je me suis assis sur le bord du lit, serrant ce mot comme s'il pouvait saigner. J'ai dû le regarder fixement pendant 15 minutes d'affilée. Toutes ces petites choses que j'avais ignorées, les heures tardives, le silence, les yeux levés au ciel, la culpabilité retournée contre moi. Tout s'est effondré en une seule vague laide et indéniable. Elle avait un plan de secours pour la trahison, un script, une excuse de repli. Et j'y avais toujours cru. Jusqu'à maintenant. Je ne me souviens pas de l'avoir entendue entrer. Mais soudain, elle était là, dans l'embrasure de la porte, tenant un sac de plats à emporter comme si c'était juste un autre jeudi soir. Aucune culpabilité, aucune honte, juste un visage fatigué et un V, j'ai pris ce restaurant taille que tu aimes désinvolte. Je n'ai pas parlé. J'ai brandi le mot. Son visage n'a même pas scié. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas d'avoir écrit ça, en laissant tomber ses clés dans le bol. Elle a demandé si j'étais vraiment en train de fouiller dans ses affaires maintenant. C'était sa préoccupation, pas ce que disait le mot, pas ce qu'il signifiait. Juste que j'avais regardé, comme si la vraie violation était ma curiosité, pas sa trahison. C'est là que j'ai réalisé autre chose. Elle n'était pas désolée parce qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle se ferait prendre. Je n'étais jamais censé voir derrière le rideau, mais maintenant c'était chose faite. Et le pire, ce n'était même pas le seul mot. Parce que 2 nuits plus tard, quand elle a laissé son ordinateur portable déverrouillé, j'ai trouvé autre chose. Quelque chose qui m'a fait tout remettre en question sur notre mariage entier. Quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Elle s'est endormie tôt cette nuit-là, ou du moins elle a fait semblant. Je m'en fichais désormais. Je l'ai regardée se mettre au lit, brancher son téléphone comme si tout était normal, et se détourner de moi sans un mot. Pas de bonne nuit. Pas de est-ce que ça va entre nous? Juste le silence. Ce genre de silence que vous n'obtenez que lorsque quelqu'un est déjà parti émotionnellement et qu'il est juste trop lâche pour faire sa valise. Je me suis assis dans le salon, les lumières éteintes, juste la télé qui passait quelque chose que je ne regardais même pas. J'avais l'impression que ma tête essayait de se fendre en deux. Je ne pouvais pas arrêter de regarder le couloir qui menait à notre chambre, comme si quelque chose pouvait en sortir en rampant. Je n'avais pas peur qu'elle sorte et crie ou se batte ou même pleure. J'avais peur qu'elle ne le fasse pas, qu'elle reste là-dedans à dormir profondément pendant que j'étais assis ici à me noyer dans un mariage dont elle avait déjà tourné la page. À un moment donné, j'ai entendu le léger clic de son ordinateur portable se fermant trop tôt. Elle regardait toujours des séries au lit, ou du moins c'est ce qu'elle disait. Mais ce soir-là, le son est venu moins de 10 minutes après qu'elle soit entrée dans la chambre. C'est ce qui m'a fait me lever. J'ai attendu une autre heure, puis je suis rentré à pas de loup comme un fantôme. Elle était recroquevillée, tournée de l'autre côté, respirant lentement et profondément. Je ne l'ai pas réveillée. J'ai juste débranché l'ordinateur portable de la table de nuit, l'ai pris doucement et je suis sorti. De retour dans le salon, je me suis assis par terre avec l'écran projetant une lumière pâle sur le tapis. Son fond d'écran était toujours une photo de nous. Enfin, de moi. J'étais en plein rire. Elle s'était coupée de la photo. Ça m'a fait plus mal que ça n'aurait dû, mais je suis allé directement au navigateur. Chrome était toujours ouvert. J'ai cliqué sur l'onglet historique, sans même savoir ce que j'espérais trouver. Et c'était là, une recherche Google complète, comment mettre fin à un mariage sans passer pour le méchant, suivi d'un fil de discussion Reddit intitulé « Est-ce mal de tomber amoureux d'un collègue si votre mariage est déjà mort ?» Je me suis senti mal, physiquement mal, comme si mon corps rejetait la vérité en temps réel. Et puis le pire onglet, un message à moitié écrit dans un compte de messagerie anonyme dont je ne connaissais même pas l'existence. Il était adressé à Nolan, pas à Théo. Un nom différent, un homme différent, un mensonge différent. Je sais que nous avons dit que nous attendrions, mais chaque jour avec lui devient plus difficile. Il n'est pas cruel ou méchant, juste si lourd, comme un brouillard que je ne peux pas dissiper. Tu me donnes l'impression de respirer à nouveau. Elle ne l'avait pas envoyé, mais elle l'avait écrit, s'était assise, l'avait tapé, et l'avait laissé là comme une bombe numérique attendant d'être trouvée. Pas adressée à Théo, pas à l'homme de la chambre d'amis, à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une liaison. C'était un schéma. Ma femme ne m'avait pas seulement trahi une fois. Elle avait lentement démantelé notre mariage en chapitres secrets.
Chaque homme un paragraphe différent, chaque mensonge une police de caractère différente. Et moi, j'étais le brouillon permanent qu'elle n'avait jamais eu le courage de supprimer. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assis là, les mains sur les genoux, à regarder dans le vide parce que la vérité m'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait jamais dit. Elle avait déjà répété sa liberté et je n'étais que la performance finale. Mais ce que j'ai fait le lendemain, je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas fait mes valises. J'ai joué le jeu parce que si elle allait traiter ça comme un jeu, j'allais la battre à son propre jeu. Ce matin-là, je lui ai préparé le petit déjeuner. Je sais. Je sais. Vous pensez probablement que je suis sans courage. Qu'après tout, après les notes, l'historique du navigateur, et l'email à un homme qu'elle n'avait même pas pris la peine de mentionner, j'aurais dû crier, jeter des assiettes, lui dire de sortir. Mais je ne l'ai pas fait parce que les explosions sont bruyantes, désordonnées, émotionnelles, et elle m'avait déjà dépeint comme le sensible, celui qui réfléchit trop. Je n'allais pas lui tendre des munitions enrobées de rage. J'allais faire ce à quoi elle ne s'attendait pas. Rester calme, sourire, et serrer la vis doucement. Alors, je lui ai fait du pain perdu, lui ai versé du jus d'orange dans ce stupide verre à vin sans pied qu'elle aimait, j'ai mis une myrtille dessus comme un chef d'hôtel. Et quand elle est entrée dans la cuisine, toujours en peignoir, les cheveux attachés, le téléphone à la main, elle a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. J'ai dit bonjour, comme si tout était normal. J'ai ajouté qu'elle avait travaillé si dur ces derniers temps et que je pensais qu'elle méritait quelque chose de bien. Elle a hésité, puis a souri. Ce sourire aux lèvres pincées qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a dit merci, presque confuse. Elle pensait que je ne savais pas. Parfait. Pendant les jours suivants, j'ai joué le rôle. Je l'embrassais sur la joue en partant. Je lui posais des questions sur ses réunions, je m'intéressais à ses projets, je lui ai même proposé de passer la prendre au travail, ce qu'elle a refusé, bien sûr. Elle a dit qu'elle rentrait avec Nora ou qu'elle avait un truc d'équipe. J'ai fait semblant de la croire. Je lui ai dit que je lui faisais confiance. Je l'ai laissé penser qu'elle avait le contrôle. Pendant ce temps, je rassemblais tout. Le deuxième email, celui qu'elle a envoyé, je l'ai trouvé dans le dossier des éléments envoyés du même compte secret. Elle a de nouveau écrit à Nolan, lui a dit que son esprit lui manquait et qu'elle avait l'impression de vivre deux vies. Il a répondu, bien sûr qu'il a répondu. Il lui a dit qu'il souhaitait qu'elle arrache juste le pansement. Arracher le pansement. C'est ce que j'étais devenu. Une blessure qu'elle prévoyait d'ouvrir et de laisser en plan sans scier. Mais je n'allais pas la laisser choisir quand ça se terminerait. Elle n'allait pas décider de la musique de sortie. C'était moi. J'ai commencé à déplacer des choses discrètes. J'ai changé le mot de passe de notre compte cloud commun, je l'ai retiré du disque de sauvegarde, j'ai basculé toutes les factures en ligne vers mon email personnel. J'ai même vérifié l'acte de propriété de la maison et Dieu merci, il était à mon seul nom. Acheté avant le mariage, jamais mis à jour. Puis j'ai consulté un avocat discrètement, en privé. J'ai payé en espèces parce que je savais qu'elle vérifiait encore le compte joint de temps en temps. J'ai fait des copies des emails. Je me les suis transférés dans un dossier verrouillé. Je les ai imprimés, scellés dans une enveloppe, et je les ai mis au fond de ma boîte à outils dans le garage, la seule chose qu'elle ne touche jamais. Chaque nuit, je m'allongeais à côté d'elle en faisant semblant de dormir, et j'écoutais. Elle lui envoyait des textos sous les couvertures. Elle a gloussé une fois. À 23h42, je regardais le plafond et comptais les fissures dans le plâtre pendant que ma femme murmurait des mensonges à quelques centimètres de moi. Mais j'en avais fini d'être le gars dans le placard. J'allais lui montrer que sûr ne veut pas dire faible, que silencieux ne veut pas dire aveugle, que je pouvais être froid, plus froid qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et j'avais déjà commencé avec son travail parce que Nolan, il a fait une erreur. Il a utilisé l'email de l'entreprise. Et les RH adorent les emails comme les siens. C'était presque trop facile. Je n'ai même pas eu à feindre d'être vertueux ou vengeur. J'ai juste imprimé les emails de Nolan à ma femme, les ai agrafés avec les horodatage, et j'ai inclus une de ses réponses qui mentionnait leur patron par son nom. Pas de trucs émotionnels, juste des preuves froides et d'apparence professionnelle que quelqu'un dans leur bureau utilisait l'email de l'entreprise pour poursuivre une relation avec une collègue mariée et entraîner l'image de l'entreprise là-dedans.
j'ai déposé l'enveloppe à la réception. Pas de nom, pas de mots, juste à l'attention des RH et le code d'éthique interne griffonné dans le coin. Puis je suis parti. Pas d'empreinte digitale, pas de traces numériques, juste le silence. 3 jours plus tard, Nolan a été convoqué. Je ne le sais que parce que Delaney est rentré ce soir-là en agissant étrangement. Son maquillage était inégal, sa chemise froissée, et sa voix plus fine que d'habitude. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée et elle a juste cligné des yeux une seconde de plus que la normale, puis a dit « Bien, chargé ». Mais ses mains tremblaient. Je savais ce qui s'était passé. Je pouvais l'imaginer. Le bureau austère, la fausse politesse, l'expression calculée du directeur des RH alors qu'il faisait glisser quelques papiers sur la table et disait « Nous devons parler de ça ». Nolan a probablement essayé de noyer le poisson, d'en rire, peut-être même de rejeter la faute sur Delaney. Les lâches comme lui craquent toujours les premiers, mais j'ai attendu. Je n'ai encore rien dit parce que je n'avais pas fini. Le lendemain, j'ai dit nonchalamment à Delaney que je rentrerais tard. J'ai dit que j'avais un verre avec un ancien collègue. J'ai même mis ce parfum horrible qu'elle déteste juste pour vendre l'image. Elle a à peine réagi, a juste hoché la tête et marmonné quelque chose à propos de réunion, mais elle était nerveuse. Elle me surveillait maintenant, et c'est ce que je voulais. Plus tard dans la nuit, je suis entré dans la maison et je l'ai trouvée debout dans la cuisine, tenant un verre de vin. Ne le buvant pas, le tenant juste. Elle portait un de ces longs cardigans dans lesquels elle s'enroulait toujours quand elle était en pleine spirale. Elle ne m'a même pas regardé quand elle a parlé. Il s'est passé quelque chose au travail aujourd'hui. J'ai fait semblant d'être surpris. Ah oui? Quoi donc? Elle s'est retournée lentement comme si le poids de la journée lui avait écrasé la colonne vertébrale. Nolan fait l'objet d'une enquête. Ils ont trouvé des emails entre nous. J'ai haussé les sourcils juste assez pour que ça paraisse réel. C'est nul. Elle a scruté mon visage, cherchant quelque chose. De la culpabilité, une connaissance, n'importe quoi. Mais je ne lui ai rien donné. Juste un haussement d'épaule et une gorgée d'eau. Elle a attendu. Je suis resté silencieux. La tension dans la pièce était électrique. Finalement, elle a murmuré pour demander si je pensais que quelqu'un les avait dénoncés. C'était ça. La graine de la paranoïa. J'ai de nouveau haussé les épaules, disant que ce ne serait pas la première fois que quelqu'un devenait jaloux dans ce bureau, qu'elle savait comment c'était. J'ai vu sa gorge se serrer. Elle a hoché la tête, les lèvres pincées. J'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. À la fin de la semaine, Nolan était suspendu. Delaney était en mise à l'épreuve, en attente d'un examen plus approfondi. Apparemment, l'entreprise venait de décrocher un client majeur, et la dernière chose qu'ils voulaient était un scandale interne lié à leur nom. L'image de l'entreprise, vous savez. Mais voici le rebondissement. Le vrai. Delaney ne m'a pas blâmé. Elle a blâmé Théo. Vous vous souvenez de lui? Le gars du placard? Le premier? Je l'ai entendu au téléphone la nuit suivante dans la salle de bain avec l'eau qui coulait. Je crois que Théo a découvert. Peut-être qu'il l'a dit à quelqu'un pour se venger de moi. Tu te souviens qu'il est devenu bizarre après que j'ai mis fin aux choses, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'était lui le méchant. Elle brûlait les ponts dans toutes les directions, ne réalisant pas que l'allumette était toujours dans ma main. Et je ne lui avais même pas encore dit que je savais, parce que ce que je prévoyais ensuite n'allait pas être bruyant. Ça allait être permanent. La partie la plus surréaliste en regardant quelqu'un s'effondrer est de réaliser à quel point il est doué pour faire semblant que ce n'est pas le cas. Delaney faisait toujours le lit chaque matin. Envoyait toujours un texto à notre voisine à propos du club de jardinage. Utilisait toujours mon nom dans des conversations anodines comme si elle ne m'avait pas émotionnellement enterré des semaines auparavant. Mais je pouvais voir les fissures se former derrière ses yeux. Elle était en train de s'effondrer. Pas parce qu'elle avait été prise, mais parce qu'elle ne savait pas qui l'avait fait. J'ai continué à jouer mon rôle. J'étais doux, solidaire, je lui ai même demandé si elle voulait parler. Elle a dit non. Elle allait bien, toujours bien. Jusqu'au matin où je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée assise à table, fixant son téléphone comme s'il venait de lui annoncer une condamnation à mort. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, en attrapant une tasse dont je n'avais même pas besoin.
Elle a cligné des yeux vers moi, déglutissant difficilement. Nolan est parti. Juste parti. Il a démissionné. A tout supprimé. M'a bloqué partout. J'ai faim la surprise, mais à l'intérieur j'étais fou de joie. Je savais pourquoi il avait disparu. Nolan a dû sentir les murs se refermer. Après que les RH se soient impliqués, après que les partenaires aient commencé à fouiner, il a probablement décidé qu'il ne voulait pas risquer sa réputation à 6 chiffres pour une femme mariée qui avait laissé une traînée de mine numérique derrière elle. Mais Delaney, elle avait l'air pâle, paniquée. Elle n'arrêtait pas de se murmurer à elle-même comme si elle essayait de réécrire l'histoire en temps réel. Elle a dû penser qu'elle avait plus de contrôle qu'elle n'en avait réellement. Et c'est là qu'elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est excusée auprès de moi. Elle a dit qu'elle avait été distante, qu'elle avait laissé le travail se mettre entre nous, qu'elle avait été émotionnellement désordonnée et qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. Elle n'a pas avoué, pas vraiment. Mais elle m'a donné une de ces demi-vérités enrobées de vagues remords. Le genre d'excuse qui dit « Je ne regrette pas d'avoir triché. Juste d'avoir failli me faire prendre. » J'ai juste hoché la tête. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que je comprenais, que nous pouvions reconstruire. Elle a eu l'air si soulagée, comme si elle croyait qu'elle avait encore une chance de nettoyer le désordre sans rien admettre. Et pendant qu'elle était occupée à me murmurer ses fausses promesses dans le cou cette nuit-là, je finalisais la seule chose à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Ma sortie. Je déplaçais de l'argent depuis des semaines. De petites sommes, juste assez pour ne pas déclencher d'alerte. Transférées de nos comptes joints vers une épargne privée dont elle ignorait l'existence. J'avais déjà parlé à l'agent immobilier. La maison allait être mise en vente le lundi suivant. Vente rapide, paiement comptant uniquement. J'avais déjà 2 investisseurs intéressés. Je ne quittais pas la maison. C'était elle qui partait. Et quant aux chats, ils étaient pucés à mon nom. La valise était déjà dans le coffre de ma voiture. Vêtements, documents, copie de tout ce qu'elle a écrit. Un téléphone prépayé, une clé de garde-meuble, même une copie du contrat de mariage. Celui qu'elle avait oublié avoir signé quand elle m'avait supplié de lui faire confiance toutes ces années auparavant. Elle se réveillerait face au vide et juste pour remuer le couteau dans la plaie comme elle avait enfoncé ce maudit email dans mon dos. Je lui avais écrit un mot. Juste une seule ligne imprimée sur le même papier qu'elle utilisait pour écrire ses fausses listes de choses à faire chaque semaine. Tu as fait ton choix. Je viens de faire le mien. C'était tout parce qu'elle n'avait pas besoin d'une crise de nerfs. Elle avait besoin de silence. Un silence final, froid, net. Mais même moi, je ne m'attendais pas à la voir s'effondrer à ce point en le lisant. Je suis parti juste avant l'aube. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas laissé de message vocal dramatique. Je n'ai pas tout emballé, juste assez pour ne jamais revenir. Le silence que je lui ai donné était le même silence dont elle m'avait nourri pendant des mois. Seulement maintenant, il résonnait plus fort qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Quand elle s'est réveillée, le lit était froid. Le placard à moitié vide. Les chats nourris mes parties. Mon alliance laissée sur la table de la cuisine à côté du mot. Pas de supplication, pas de long discours. Juste cette seule ligne. Tu as fait ton choix. Je viens de faire le mien. Il lui a fallu exactement 47 minutes pour commencer à appeler. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des dizaines de textos, des notes vocales. Une photo du placard vide. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle écrit. Finn, reviens, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait parce que pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Le garde-meuble que j'avais loué ressemblait à un sanctuaire. Petit, mais à moi. Pas de mensonges dans les murs. Personne ne vérifiant son téléphone à minuit. Pas de chuchotement derrière les portes de la salle de bain. Juste la paix. J'ai dormi sur un matelas pneumatique la première nuit sous une couverture que je n'avais partagée avec personne d'autre que moi-même en 6 ans. J'ai dormi comme un homme qui était enfin sorti de la tempête. 2 semaines se sont écoulées avant que j'aie des nouvelles de quelqu'un d'autre qu'elle. C'était sa sœur. Elle m'a envoyé un message en privé, a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais que Delaney n'allait pas bien. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, qu'elle avait manqué le travail, et qu'elle avait même essayé de rendre visite à mes parents en prétendant que c'était juste pour parler.
Je n'ai pas répondu parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de secourir les gens qui mettent le feu à la maison et vous reprochent la fumée. Je me suis concentré sur la reconstruction. J'ai trouvé une petite agence de design de l'autre côté de la ville. Rien de tape à accent Graveleuil, mais les gens étaient gentils, solidaires. Je leur ai dit que j'avais traversé une période difficile et ils m'ont donné l'espace pour faire mes preuves. Et je l'ai fait. Je travaillais tard, non pas parce que j'essayais de fuir la maison, mais parce que j'aimais ce que je faisais. J'ai recommencé à sourire. J'ai croisé une vieille amie de l'université dans une librairie un soir. Elle s'appelait Clara. Nous avons parlé de romans obscurs et de tasses à café LED. Pas d'attente, juste une vraie conversation. 3 semaines plus tard, nous avons déjeuné. 2 mois plus tard, nous n'arrêtions pas de nous envoyer des textos. Clara était au courant du divorce. Je lui ai raconté la vérité lentement. Elle n'a pas bronché. Elle ne m'a pas pris en pitié. Elle a juste écouté. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'étais pas trop sensible. Tu étais juste avec quelqu'un qui n'appréciait pas la profondeur de tes sentiments. Ça m'a frappé comme une vague parce que c'était ça. C'était la vérité que j'avais essayé de poursuivre au milieu de tous les mensonges. Je n'ai jamais été brisé. J'étais juste avec quelqu'un qui en voulait à ma capacité d'aimer. De l'année. Elle envoie encore des messages une fois par mois, généralement après minuit. Toujours le même ton. Culpabilité, confusion, parfois colère. Le dernier disait simplement « Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. » Mais moi, si. Elle l'a choisi lui, puis un autre lui, puis un autre, et j'ai finalement choisi moi. C'était la fin. Pas la vengeance, pas le drame, pas le chaos, juste la paix. Et si vous avez déjà été là où j'étais, dans ce placard, dans ce silence, dans cette lente agonie d'être ignoré, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de mettre le feu à quoi que ce soit. Partez simplement, discrètement, fièrement, définitivement, et vous serez choqué de voir à quel point le monde est beau quand vous arrêtez de supplier quelqu'un de vous voir et que vous commencez à vous voir vous-même. Fin.